Bonjour, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé au sein de l'équipe Pixel à l'INRIA Nancy. Ce travail, je l'ai fait en collaboration avec Étienne Cormand, Nicolas Rey et Dmitri Sokolov, et il consiste à générer des champs de repères non orthogonaux. Alors les champs de repères, ils sont utiles dans la génération de maillages quadrangulaires, parce que pour générer un maillage quadrangulaire, on veut qu'il ressemble le plus possible à une grille déformée. Et ainsi, pour dire comment on veut déformer cette grille à chaque endroit de notre repère, eh bien, on veut que, il y ait une orientation de nos quadrilatères euh, partout, et cette orientation, elle est donnée par des repères. Ainsi, comme on peut voir à droite, les quadrilatères suivent exactement l'orientation de nos repères, et de cette façon, on peut déformer une grille et obtenir un maillage quadrangulaire. Alors, la façon usuelle de générer des maillages quadrangulaires, c'est avec des repères orthogonaux. Pourquoi ça? C'est parce qu'on veut que les quadrilatères ressemblent le plus possible à des carrés, et c'est exactement ce qu'il arrive avec des repères orthogonaux. Cependant, pour certains objets CAD, c'est pas du tout pertinent de vouloir faire ressembler tous les quadrilatères à des carrés. Par exemple, si on essaie ici de faire ressembler des quadrilatères à des carrés, eh bien on obtient un maillage quadrangulaire vraiment dégénéré. Donc, pour pallier à ce problème, il y a deux approches. Il y a celle que vient de présenter François, qui consiste à rendre les champs orthogonaux compatibles avec la génération de maillages quadrangulaires pour des domaines 2D qui sont compliqués comme celui-ci. Et il y a mon approche qui est de directement, plutôt que d'utiliser des champs orthogonaux et d'ensuite leur donner des contraintes un peu non orthogonales, eh bien je vais directement optimiser des champs de repères non orthogonaux. Alors, ce que l'on découvre ici, c'est que si on veut obtenir un maillage quadrangulaire qui ressemble à une grille déformée, il faut absolument que les repères soient suffisamment ressemblants quand ils sont proches pour pas qu'il y ait des déformations très rapides de la grille et pour que vraiment ça ressemble à une grille, juste une grille déformée. Donc l'objectif, c'est d'avoir des champs de repères qui ont entre chaque voisin le moins de distorsion possible. Il faut que chaque repère voisin se ressemble le plus possible. Alors, l'avantage de ce résultat que j'ai moi par rapport à celui de François, même si dans le cas 2D non orthogonal, ça semble donner des résultats assez similaires, euh, on pense que mon approche va être beaucoup plus facile à étendre en 3D pour éventuellement établir des champs de repères en 3D, des champs de repères non orthogonaux en 3D. Alors pour illustrer ces différences entre ces trois approches, donc la première ici qui donne un résultat dégénéré, c'est de générer un maillage quadrangulaire à partir de repères orthogonaux. Donc évidemment, vouloir obtenir des carrés dans des angles très aigus comme ceci, c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'on obtient un résultat dégénéré. Il y a un second résultat qui est celui qu'a présenté François. Donc ici, il a ajouté certaines contraintes spéciales dans les coins d'angle très aigus pour que le, le champ de repère se comporte bien et que l'on puisse tirer des quadrilatères de ce champ de repère. Donc ici, on voit qu'il a engendré trois singularités. Qu'est-ce que c'est une singularité? C'est un endroit où le champ de repère tourne beaucoup et ce que ça produit sur notre maillage quadrangulaire en sortie, c'est un sommet qui est connecté à seulement 3 quadrilatères ou éventuellement 5 ici, au lieu de 4. Si on regarde tous les autres sommets, ils sont connectés à 4 quadrilatères. Et enfin, il y a mon approche qui est de simplement optimiser des champs non orthogonaux et d'extraire le maillage quadrangulaire à partir de ces champs. Alors là, on voit quel champ de repère mène au résultat précédent. Donc ça, c'est le champ de repère qui mène au résultat dégénéré. Donc c'est un champ de repère orthogonal et en fait, bien que ce champ de repère semble joli, etc., on ne peut absolument pas tirer de maillage quadrangulaire de ce champ de repère. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'était est-ce que si on enlève complètement la contrainte d'orthogonalité, le champ de repère va s'optimiser d'une autre façon? Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ici, on voit que les champs de repère, donc là, on voit une singularité autour desquelles les repères tournent beaucoup. Et donc, la solution qui est apportée avec la non-orthogonalité, c'est que plutôt de faire tourner les repères autour d'ici, eh bien, en fait, ils s'aplatissent et c'est une autre façon d'obtenir
des champs de repère avec peu de distorsion entre chaque voisin. Alors, cette présentation va consister à expliquer un raisonnement qui mène à une optimisation de champs de repère non orthogonaux. Mais en fait, ce raisonnement, il vient d'un raisonnement que l'on a également établi dans le cas orthogonal. Et donc, pour l'expliquer au mieux, on va d'abord expliquer le raisonnement dans le cas orthogonal et ensuite seulement l'étendre euh, pour des champs non orthogonaux. Alors, on va d'abord commencer à expliquer comment optimiser des champs orthogonaux, comment réduire le plus possible la distorsion entre chaque repère voisin d'un champ de repère orthogonal. Euh, et donc pour ce faire, déjà, il faut savoir comment on va représenter un repère orthonormé. Alors, pour un repère orthonormé tourné de θ, on va la représenter par une fonction. Alors pourquoi une fonction? L'idée c'est que en faisant correspondre à un repère orthonormé tourné de θ une fonction fθ, on va pouvoir différencier deux repères orthonormés, donc l'un tourné de θ et l'un tourné de θ2, par la distance entre la fonction fθ et la fonction fθ2. Alors maintenant, il faut savoir quelle fonction on va utiliser pour repérer ce repère tourné de θ. Eh bien, on va simplement prendre la fonction qui a un point de R2, donc xy, va le projeter sur notre repère orthonormé que l'on veut paramétrer. Euh, et ensuite calculer la norme 4 de ce point projeté, donc xθ4 plus yθ4. Alors maintenant, on va faire une étude de la norme 4 pour expliquer un peu pourquoi on a fait ce choix de fonction et pourquoi ça représente parfaitement un repère orthonormé. Alors si on compare avec les autres normes, ici on a tracé les isovaleurs ici de la norme 1, de la norme 2 et de la norme 4. Donc l'isovaleur ici 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Juste pour un peu voir quelle tête enfin quel graphe la fonction a. Et grâce à ces graphes, en fait, on va pouvoir comparer les fonctions. Donc là, si on commence à appliquer une rotation de θ, on voit que le graphe de la fonction change pour la norme 4 et pour la norme 1, mais par contre pour la norme 2, vu que les lignes d'isovaleur sont des cercles, si on applique une rotation, ça ne change pas. Donc déjà pour ça, on ne peut pas utiliser la norme 2 pour comparer des repères, vu que les fonctions seront toujours égales, peu importe le θ. Si on continue à tourner notre θ, on voit qu'on obtient encore des graphes toujours différents. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on atteint pi sur 2, on retombe sur notre graphe de départ. Ça veut dire que entre 0 et pi sur 2, tous les repères vont être différents. Et ensuite, on a une pi sur 2 périodicité euh, qui est une relation équivalente. Et ça veut dire qu'en fait, tous les repères qui, qui ont un θ, enfin qui ont deux θ qui ne sont pas distants d'un multiple de pi sur 2 vont être différents. Et c'est exactement le comportement que l'on veut, parce que si on compare ce repère vert avec le premier que l'on avait ici, eh bien on veut absolument qu'ils soient identiques, et c'est le cas vu que les fonctions qui les représentent sont identiques. Alors voilà, bon, on a expliqué un peu comment on représente nos croix, avec quelles fonctions, etc. C'était assez difficile. Maintenant, on va entrer dans des choses qui seront beaucoup plus simples. Une fois qu'on a admis qu'on représente nos repères avec ces fonctions, le reste, ça va suivre un déroulement très logique. Alors notamment, maintenant que on a représenté un repère orienté de θ, θ1 et un repère orienté de θ2 par fθ1 et fθ2, on peut calculer la distorsion entre ces deux repères en calculant la distance entre les deux fonctions, c'est-à-dire l'intégrale de la différence des fonctions au carré. Et donc là, on va calculer cette distance pour tous les points du disque unité. Et pour ce faire, la plus simple, c'est de passer en coordonnées polaires pour intégrer sur un disque. Et quand on passe en polaire, on peut simplifier énormément l'expression de fθ de xy, donc fθ de rho cos t, rho sin t, en simplement cette expression qui est très simple à intégrer en polaire. Et donc le résultat que l'on obtient, et c'est celui-là qu'il faut retenir, c'est celui-là le plus important et qui correspond au résultat que l'on retrouve avec beaucoup d'autres manières, c'est que la distorsion entre un repère orienté de θ1 et un repère orienté de θ2, donc
comme j'ai dit tout à l'heure, on peut choisir n'importe quel θ2, la fissure de périodicité n'a pas d'influence sur le résultat. Eh bien, ça va être proportionnel à ces valeurs, c'est-à-dire cos 4θ1 moins cos 4θ2 au carré, plus la même chose avec les sinus. Et c'est quelque chose qui est très simple à optimiser et que l'on utilise depuis plus de 10 ans parce que c'est vraiment parfait pour optimiser un champ de croix, un champ de repère orthogonal. Donc alors maintenant on a tout ce qu'il faut, on a un moyen de représenter nos repères et un moyen de mesurer la distorsion entre deux repères voisins. Donc on a tout ce qu'il faut pour établir un algorithme d'optimisation de champ. Et donc la première étape c'est évidemment de fixer les contraintes. Et nous ce que l'on veut c'est que les repères soient alignés avec le bord. Et ensuite, pour les repères qui ne sont pas fixés et qui sont à l'intérieur de la surface, on va les obtenir en minimisant la distorsion entre chaque repère. Alors, ce qu'on fait précisément, c'est qu'on pose les variables cos 4θ et sin 4θ pour chaque repère. Et ensuite, à partir des variables qui minimisent cette énergie, eh bien, on va en déduire le repère sur chaque triangle. Alors ça y est, on est arrivé au bout pour expliquer comment on optimise des champs de repères orthogonaux. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la contribution de mon travail, c'est comment étendre ce qu'on vient de dire en non orthogonal pour optimiser des champs non orthogonaux. Alors, pour rappel, quand on était dans le cas orthogonal, on a construit une fonction en fait qui prend un point en entrée, donc xy ici. Euh, Et ce point, il le projette sur les axes du repère orienté de θ pour obtenir l'abscisse xθ et l'ordonnée yθ. Et ensuite, on calculait la norme 4 de ce xθ, yθ. On va essayer d'étendre ce principe dans le cas non orthogonal. Donc on a un axe qui est orienté par θ1 et un axe orienté par θ2. Cette fois, les axes ne font plus un angle droit. Et on va prendre un point en entrée XY que l'on va projeter sur chacun de ces axes. Et du coup, à partir de ces projections X et Y, et bien pareil, on va calculer la norme 4. Voilà, donc on vient de construire une fonction pour chaque repère non orthogonal. Donc un repère non orthogonal orienté par θ1 et θ2. Et donc maintenant, on peut construire une mesure de distorsion pour différencier des repères non orthogonaux. Alors, comme dans le cas orthogonal, on part de notre fonction fθ1 θ2, qui est donc la projection, la norme 4 de la projection d'un point sur les axes du repère non orthogonal. Et on utilise cette fonction pour définir une distorsion entre deux repères. Et donc la distorsion entre deux repères, l'un orienté par θ1, θ2, l'autre par θ1 majuscule, θ2 majuscule, ça va être l'intégrale de la différence des fonctions au carré. Donc des fonctions qui représentent chacun de ces repères. Cette fois, on a un résultat un peu plus compliqué qui, lui, pour le coup, est une contribution. Parce que c'est bien qu'il soit compliqué, c'est un résultat qui permet quand même d'optimiser facilement euh, un champ de repère du coup non orthogonal. Enfin, nous pouvons passer à l'étape d'optimisation des champs non orthogonaux à partir de la mesure des distorsions que je viens de définir. Cette fois, elle va être un peu plus compliquée que celle qu'on avait dans le cas orthogonal. Alors pour ce qui est de l'optimisation, il y a quand même beaucoup de différences par rapport au cas orthogonal, des choses un peu plus difficiles. Déjà, la première différence, c'est qu'au lieu de fixer les deux axes de notre repère sur le bord, on va fixer un seul des deux axes pour que notre repère devienne non orthogonal, comme ici. Et ensuite, donc pour les repères à l'intérieur, on va les obtenir en minimisant la distorsion entre chaque repère voisin, donc en minimisant l'énergie que j'ai définie juste avant. Et donc dans ce cas-là, les variables que l'on va avoir, c'est les variables cos de θ1, cos de θ2, sin de θ1 et sin de θ2, donc 4 variables par repère. Et donc, pour résoudre ce système, on va devoir exprimer cos 4 θ1 comme une combinaison de cos de θ1 et de sin de θ1. Et donc, en fait, dans cette minimisation, il va apparaître des termes quadratiques. Et donc, pour résoudre des termes quadratiques, on ne peut plus le résoudre de façon linéaire comme dans le cas orthogonal.
Euh, et donc on utilise des méthodes de type quasi-Newton, donc on utilise LBFGS. Et le fait d'utiliser LBFGS nous permet aussi d'introduire des nouveaux termes de pénalité. Donc par exemple des termes qui pénalisent des repères qui sont trop non orthogonaux, donc qui favorisent les repères orthogonaux, ou bien une énergie qui pénalise si la norme s'éloigne trop de 1. Si la norme des branches des repères s'éloigne trop de 1. Parce que si elle s'éloigne trop de 1, en fait, les termes quadratiques vont devenir négligeables par rapport aux termes linéaires et donc l'énergie va devenir complètement fausse. Donc c'est important d'imposer cette norme à 1. Voilà, donc on a fini de s'intéresser au raisonnement qui mène à trouver un moyen d'optimiser des champs. Donc on a d'abord présenté un moyen pour optimiser des champs orthogonaux, puis on a fait ce même raisonnement qu'on a étendu aux champs de repères non orthogonaux. On espère que ce raisonnement il pourra aussi être euh, possible à faire dans le cas 3D. C'est aussi pour ça que j'en parle autant dans cette présentation, c'est qu'en fait ce raisonnement c'est autant la contribution que en soit le résultat dans notre cas de champ 2D non orthogonaux, qui est juste l'énergie à minimiser. Donc maintenant on va enfin pouvoir s'intéresser aux résultats, donc voir quels sont les maillages quadrangulaires qu'on extrait de nos champs de repères non orthogonaux optimisés. Alors voilà, donc ça c'est un résultat de maillage quadrangulaire qu'on obtient avec nos champs de repères non orthogonaux. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ces maillages quadrangulaires, ils ont beaucoup moins de singularité que les maillages quadrangulaires qu'on obtient avec des champs orthogonaux. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, dans l'optimisation, enlever cette contrainte d'orthogonalité ajoute un degré de liberté pour réduire la distorsion. Et donc, avant, toutes les situations dans lesquelles il devait passer d'une croix qui était alignée avec le bord ici à une croix alignée avec le bord ici, dans lesquelles du coup, il introduisait une singularité pour tourner autour de cette singularité et arriver à satisfaire les deux contraintes. Maintenant, quand il a deux contraintes de bord proches comme ça, en fait, il peut juste rapprocher les croix et faire que un axe répond à la contrainte du bord de droite et l'autre du bord de gauche. Donc ça ajoute une liberté supplémentaire pour le solver et donc une manière de minimiser l'énergie encore plus forte que en introduisant une singularité dans le cas orthogonal. Alors bien sûr, le solver n'exclut pas du tout l'introduction de singularité si c'est la manière qui minimise le plus l'énergie. Donc par exemple ici, le solver a ajouté une singularité. Et maintenant, on va voir que avec le poids d'orthogonalité qu'on peut introduire dans notre solver, donc avec notre méthode quasi-Newton, euh, eh bien on peut un peu régler ce paramètre du nombre de singularités, donc à quel point on tolère que les croix s'écrasent et à quel point du coup on préfère qu'il ajoute des singularités plutôt qu'avoir des croix qui s'écrasent partout. Donc dans le schéma A, on n'a ajouté aucun poids d'orthogonalité, donc en fait le champ est non orthogonal et il n'y a aucune singularité. Quand on commence à introduire un point un peu plus grand, pour certaines rotations de champs, ils préfèrent les écraser, pour d'autres, ils préfèrent ajouter une singularité. Sur le schéma C où on a mis un poids d'orthogonalité encore plus grand, il va introduire les mêmes singularités que ce que l'on a dans le cas orthogonal, mais il va quand même garder la propriété non orthogonale là où elle est la plus importante, c'est-à-dire sur les bords d'angles très aigus. Et si on augmente encore plus le poids d'orthogonalité, ben on retombe exactement comme si on résolvait un champ de repères orthogonal. On voit qu'en fait tous les repères sont quasiment orthogonales. Et du coup, bah, on a les mêmes problèmes que quand on optimise directement un champ orthogonal, c'est-à-dire que sur les bords à angle très aigu, le solver n'a pas de solution. Alors ce travail il permet d'avoir une généralisation de la résolution de champs de repères orthogonaux. On peut maintenant optimiser des champs de repères non orthogonaux. Mais un autre résultat intéressant, c'est que on pense que la démarche qu'on a adoptée pour obtenir ces résultats, elle va s'étendre facilement en 3D, et donc on a déjà commencé à le faire.
et bah, les résultats qu'on obtient, ils utilisent les harmoniques sphériques, donc ce qui est cohérent avec ce qu'on a, les résultats actuels de champs de repère 3D. Donc on pense qu'on va réussir à obtenir un résultat. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.